Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. C'est vrai que pour l'instant la météo est plutôt très agréable avec le printemps, ça fait du bien ce soleil. Puis comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'étais en pleine balade avec mon chien entre Mazie et Ono, où je vous ai montré notamment le château de Mielmont. Et puis le petit village d'Ono également qui est très sympa. Et aussi cette vidéo assez inquiétante sur le viaduc d'Ono quand on voit effectivement l'état du pilier. C'est un peu inquiétant. N'hésitez pas à réagir si vous êtes même des ingénieurs ou des connaisseurs, en tout cas en ce qui concerne le béton pré-contraint. Eh bien, n'hésitez pas aussi à donner votre avis par rapport à ça. Bon, j'imagine que s'ils ne font pas les travaux, c'est que ça va, mais c'est quand même inquiétant de voir ce pilier qui est fendu à ce point-là. Bon, en tout cas, ça me rassure pas. Et il faut savoir que c'est une autoroute que j'emprunte souvent et je passe souvent sur ce viaduc. Et je dois vous avouer que j'ai à chaque fois que je passe dessus une appréhension forcément, parce que je me dis si le pilier vient à casser, eh bien on n'est pas dans la merde, comme on dit, ça c'est sûr. Allez, c'est une nouvelle vidéo en électricité cette fois-ci, concernant le réseau triphasé, donc 3 fois 400 volts plus neutre, avec la rupture du neutre, et bien entendu le réseau triphasé, 3 fois 400 volts plus neutre ou 3 fois 230 quand il y a une rupture de phase. Donc je vous explique un petit peu le phénomène et pour ça je vous ai fait un schéma. Donc ici on est en 3 fois 400 volts plus neutre. C'est essentiellement la configuration qu'on retrouve en France. C'est votre réseau de distribution en France, le réseau basse tension distribué par Enedis. Eh bien c'est du 3 fois 400 volts plus neutre. On a bien donc les trois phases, L1, L2, L3 et le neutre. Alors ici, le premier croquis, c'est quand tout est normal. Donc vous voyez, chaque appareil, donc j'ai mis à chaque fois 3 appareils que j'ai représentés ici par un téléviseur, un PC et une machine à laver. Donc chaque appareil reçoit respectivement la première phase pour la télé, la deuxième phase pour le PC et la troisième phase pour la machine à laver. Et ensuite, eh bien, les neutres sont communs. Vous voyez, à chaque fois, chaque appareil reçoit le neutre. Ça, c'est quand tout se passe bien. Donc voilà, c'est distribué en triphasé. Et là, tout fonctionne bien. Par contre, lorsqu'il y a une rupture du neutre, ce que je vous ai fait ici dans le croquis et le schéma du bas, là, ça se complique un petit peu et ça devient gravissime et surtout très problématique pour vos appareils. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des surtensions en ligne. En effet, si le neutre vient à disparaître, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vos 3 appareils vont se mettre en série, voyez-vous? Ils se mettent ici en série via le fil commun du neutre, sur lequel ils sont toujours branchés, mais comme celui-ci n'est plus relié au neutre, mais là, c'est assez problématique puisqu'en fait, vos appareils vont se mettre en série entre les phases via ce fil du neutre. Ce qui va provoquer bien, des surtensions. Vos appareils n'auront plus une tension de 230 volts à leur borne, tension de fonctionnement normal, mais auront des tensions de 400 volts ou en tout cas proche de 400 volts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos lignes seront en surtension et ça va provoquer malheureusement la destruction de vos appareils. Ça, c'est vrai que pour les alimentations, qu'elles soient à découpage ou par transformateur avec pont redresseur, avec condensateur de filtrage, transistor, etc. Ça, c'est très très mauvais. Donc effectivement, voilà ce qui se passe. On le voit très bien ici sur le schéma. S'il n'y a plus de neutre, forcément, les appareils vont se mettre en série entre les phases. Vous voyez, par exemple, la TV, elle va être en série entre la phase 1, bien sûr, et le neutre du PC qui va revenir sur la phase 2. Donc ces 2 appareils-là vont se mettre en série ensemble. Et par exemple, la machine à laver, elle va être en série, effectivement, via non seulement la phase 2, via le PC, mais aussi en série via la phase 1, via la TV. Donc voilà, ça c'est problématique. D'ailleurs, il y a fort à parier que l'appareil qui pourrait subir le plus de dommages, bien que tous les 3 vont être claqués, mais je vais dire la surtension sera peut-être plus importante d'ailleurs à ce niveau-ci. Voilà, ça c'est pour l'explication en 3 fois 400 volts plus neutre. Alors, comme vous le savez, moi j'habite en Belgique, et en Belgique c'est un peu particulier car on a un petit peu notre propre réseau triphasé. Il n'y a pas de neutre chez moi, je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, donc c'est-à-dire que je suis en 3 fois 230 volts. Donc je n'ai pas de fil neutre, en fait j'ai 3 fils. J'ai 3 phases, mais cette fois-ci la tension entre phases n'est plus de 400 volts, mais de 230 volts. Donc ça, je vais dire, c'est la configuration normale. J'ai toujours mes 3 appareils, TV, PC et machine à laver. Chacun reçoit les phases. La TV, vous voyez, elle est branchée entre la première et la deuxième phase. Le PC, lui, il est branché entre la deuxième phase et la troisième phase. Et enfin, la machine à laver, elle est raccordée entre la troisième phase et la première phase.
C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'équilibrage des phases. Donc chaque circuit reçoit bien les 3 phases et c'est équilibré, de telle sorte que voilà, chaque appareil reçoit sa tension 230 volts. Ça, c'est quand tout va bien. Quand ça ne va plus, ça m'est déjà arrivé, il y avait un problème, il y a déjà quelques années que j'ai connu ça, quand j'habitais entre Mazy et Bossière, on habitait dans les campagnes, et il y a eu en fait un fusible qui a claqué en cabine. Et ce fusible qui a claqué en cabine, eh bien, on tournait plus que sur 2 phases. Et on était dans cette configuration-là. C'était la phase 3, je me souviens très bien, qui avait claqué. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est moins grave que pour une rupture du neutre, pour la simple et bonne raison que les appareils ne se retrouveront jamais en surtension. Ils vont simplement fonctionner avec une tension qui sera moindre que celle du 230 volts pour lequel normalement ils sont censés fonctionner. Donc les appareils vont mal fonctionner, mais attention quand même que cette configuration peut amener des pannes et peut faire claquer des alimentations, puisque par exemple un frigo qui va avoir du mal à s'enclencher, eh bien à chaque fois ça va donner des pics de tension, hein, à chaque fois il va avoir des pointes de courant, et ça peut être effectivement dangereux pour les alimentations. Donc on va voir ici sur le schéma ce qui se passe. Bien, ma TV reçoit toujours sa première phase, elle reçoit aussi la deuxième phase, donc au niveau de la télévision, ça va très bien fonctionner, elle continuera à fonctionner tout à fait normalement. Par contre, les problèmes vont concerner notamment le PC d'une part et la machine à laver, qui eux ont comme phase commune, on le voit ici, la phase 3 qui est manquante. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le PC ici, on voit très bien qu'il se met en série avec la machine à laver entre la phase 2 d'une part et la phase 1. Donc à ce niveau-là, au niveau de ces 2 appareils-là, ils vont se mettre en série, et à ce niveau-là, ici, eh bien, ça va déconner pas mal. Donc voilà, à cause justement que la phase 3 est coupée. Donc voilà, le manque de phase en 3x230 est moins dangereux qu'une rupture de neutre et qu'un manque de neutre en 3x400 volts plus neutre, mais n'empêche que ça peut quand même provoquer des problèmes. Je dirais que si vous êtes confronté à ce problème-là, parce que vous avez un problème dans votre installation, si vous avez encore des installations comme en France où il y a encore des fusibles et qu'un fusible a fondu, eh bien à ce moment-là, effectivement, il vaut mieux mettre l'installation carrément à l'arrêt, donc vous coupez tout, pour éviter tout problème de surtension. En cas de rupture du neutre, malheureusement, là, les dégâts seront irréversibles. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une chose qui est importante au niveau des gestionnaires du réseau électrique, des distributeurs d'électricité, que ce soit Enedis chez vous en France, ou Ores, ou encore Sibelga, ou encore Resa et d'autres comme Fluvius par exemple dans les Flandres, puisque chez nous en Belgique on a plusieurs réseaux de distribution, on a plusieurs gestionnaires du réseau. Eh bien, s'il y a une rupture du neutre, et c'est pareil chez vous pour Enedis, eh bien, chaque neutre porteur qui est sur la tresse au poteau, chaque neutre est raccordé à la terre. À chaque poteau, en fait, c'est relié à la terre. C'est pour recréer un neutre artificiel en cas de rupture du neutre. S'il y a un problème au niveau du transformateur ou dans la cabine et que le neutre venait à disparaître, eh bien, ce sont ces neutres artificiels, ces mises à la mise à la terre du neutre, qu'on appelle aussi le régime du neutre. J'avais déjà fait aussi une vidéo là-dessus. Eh bien, c'est ce neutre artificiel qui va prendre le relais et qui va donc éviter toute surtension. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a une rupture du neutre en cabine ou au niveau du transformateur, au niveau de la connexion ou un problème interne dans le transfo, eh bien, vous n'y verrez absolument rien au niveau de la panne, puisqu'à ce moment-là, eh bien, c'est le neutre artificiel, la terre, qui va donc prendre le relais. À savoir aussi que quand on a comme ça des problèmes de fusibles, que ce soit dans un coffret électrique, que ce soit dans les cabines basse tension du gestionnaire de réseau, en général, si un fusible fond, ça veut dire que, et c'était le cas d'ailleurs il y a quelques années pour ma part, j'avais discuté avec l'électricien, le technicien de chez Ores, qui avait expliqué en fait que c'était un fusible qui avait fondu par fatigue, par vieillesse, tout simplement. Il faut savoir qu'un fusible, à chaque fois qu'il y a des pointes de courant, il va chauffer. Donc vous allez avoir l'élément fusible qui va se dilater, le métal va se dilater. Au contraire, quand il y aura moins de courant, eh bien à ce moment-là, ça va être le contraire, il va se rétracter. Et en fait, le fait qu'il y ait ce mouvement de dilatation, de rétraction, oui, je dis bien, le fait que ça se rétracte, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à la longue, c'est un peu comme si vous preniez un fil de cuivre et vous commencez à le faire aller de gauche à droite comme ça, à un moment, il va casser. Il va chauffer, il va casser. Eh bien, pour le fusible, c'est la même chose. Donc, c'est une rupture de fatigue.
Et dans ces cas-là, eh bien, que ce soit Ores ou Enedis, remplace bien évidemment tous les fusibles, parce qu'il faut partir d'un principe que tous les fusibles ont été placés dans la cabine en même temps, donc ils ont tous le même nombre d'années, et s'il y en a un qui a fondu, il y a fort à parier que les autres suivent. Et donc, afin d'éviter tout problème futur, eh bien, à ce moment-là, on remplace les fusibles de chaque phase. Donc, à savoir les 3 phases, leurs fusibles de protection, eh bien, on les remplace tous. Comme ça évite bien des problèmes. Voilà, j'espère que vous avez bien compris un petit peu ce système de rupture du neutre en triphasé 3 x 400 volts plus neutre, ainsi qu'en triphasé, que ce soit 3 x 400 volts plus neutre ou 3 x 230 comme chez moi en Belgique. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas de neutre. C'est exactement le même principe. Maintenant, je vais répondre rapidement à une question qui m'a été posée concernant des haut-parleurs. Alors, je n'ai pas la question sous les yeux, mais c'est vrai que j'ai retenu ça de mémoire un petit peu, et je vais vous donner un exemple. Un exemple tout simple. J'ai un ampli de 4 ohms qui fait en pointe, en pic, qui fait 300 watts, on va dire. Voilà, 300 watts en 4 ohms. Si je mets des enceintes de 200 watts sur cet ampli de 300 watts, là, il y a un problème, parce que les enceintes ne seront pas assez puissantes pour supporter les pics que l'ampli va donner en pointe, surtout si on fait booster. Donc là, c'est problématique, les enceintes risquent effectivement de brûler. Maintenant, ce qu'il faut toujours faire, c'est un bon conseil que je donne, il faut toujours choisir des enceintes qui sont plus puissantes que l'ampli. Pour vous donner un exemple ici, j'ai des enceintes qui font 250 watts que j'ai branchées sur un ampli de 35 watts. Alors, certains pourraient me dire, mais enfin, tu es fou, ton ampli va claquer, il faut quand même, je vais dire, quelque chose de costaud, un ampli costaud pour faire fonctionner ces enceintes de 250 watts. Eh bien non, pas du tout. Au moins, j'ai l'assurance que l'ampli, lui, il ne risque pas de les claquer, sauf bien sûr si je commence à faire le fou. Il est évident que si je mets l'ampli trop fort, ou si j'ai une entrée de son qui est trop forte, il va y avoir de la distorsion. Et la distorsion, effectivement, peut créer des résultantes courant continu aux sorties des enceintes. Et c'est ça qui brûle les bobines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, les transistors, c'est comme s'ils se mettaient en court-circuit. Ils font passer quand même le courant continu de l'alimentation. Et c'est ça qui fait que les enceintes crament. D'ailleurs, quand un transistor est HS et qu'il est en court-circuit, c'est très dangereux, je veux dire, pour les enceintes, parce qu'à ce moment-là, il va laisser passer l'alimentation courant continu, et dans un ampli, on peut avoir 35-40 volts sans problème, et donc c'est assez problématique. C'est pour ça que les amplis ont une protection relais, protection qui va réagir s'il y a vraiment une résultante, un courant continu qui est envoyé à la sortie enceinte, eh bien ce relais va couper, je vais dire, les enceintes justement pour pouvoir les protéger, et va le faire en un laps de temps très court. Donc ça, c'est vraiment pour éviter aux bobines de cramer, parce que ça, le courant continu, forcément, c'est mortel pour elles. Donc voilà, je conseille franchement, si vous avez un ampli par exemple, allez, un ampli qui fait, prendre un autre exemple, qui fait 40 watts, donc un petit ampli de salon, un petit ampli hi-fi, s'il fait 40 watts, sincèrement, vous pouvez mettre des enceintes qui vont jusque 80 watts ou 100 watts, sans problème. Ce qu'il faut toujours, c'est que les enceintes doivent être plus puissantes que la puissance de l'ampli. Ne faites pas l'inverse, ne mettez pas par exemple des enceintes de 30 watts sur un ampli de 400 watts. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, ça va être problématique et que vos enceintes, elles vont pas le supporter. Donc voilà, ça c'est très important. J'espère que j'ai pu répondre comme ça de manière assez globale à cette personne concernant les enceintes. Donc par exemple, si on a vraiment de gros amplis, là je vais parler de puissance extrême, genre, allez, on a un ampli qui fait 1200 watts et on a des enceintes qui font 1000 watts par exemple. Est-ce que je peux brancher les enceintes de 1000 watts sur l'ampli de 1200 watts? Eh bien, la réponse est non, parce que forcément, l'ampli en pointe va aller jusqu'à 1200 watts et est capable de délivrer cette puissance 1200 watts. Les enceintes en pic peuvent supporter 1000 watts maximum. Et là, c'est problème évidemment, il y a 200 watts en trop, et ces 200 watts en trop peuvent effectivement endommager vos enceintes. Donc, il faut toujours avoir des enceintes qui sont plus puissantes que l'ampli. Et ce qui est très important,
et après je vais clôturer cette vidéo. Ce qui est très très important aussi, c'est de respecter l'impédance. L'impédance est très très importante. Je vais prendre l'exemple ici. Moi j'ai un ampli en fait sans suie. C'est un ampli sans suie que j'ai acheté dans un cache converteur d'occasion, qui va très très bien. C'est un ampli d'ailleurs qui a été réparé, ça je l'ai vu. Évidemment, j'ai regardé un petit peu l'état de cet ampli, etc. C'est un ampli, on voit, qui a été réparé, qui a eu l'étage de puissance qui a claqué. On voit que les transistors ont été remplacés, on voit aussi des soudures, on voit aussi que des composants ont été coupés, sans doute pour faire des mesures, etc. Mais c'est un ampli qui fonctionne très bien. Le seul défaut qu'il a, ça je le regrette un peu, c'est qu'il n'a pas ce relais de protection. Ça c'est un ampli, si les transistors claquent, ben, ils vont m'envoyer le courant continu direct dans les enceintes. Et ça, c'est un risque pour mes enceintes, effectivement. Il n'y a pas ce système de protection. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Sinon, bon, pour en revenir à ça, en fait, cet ampli sans suie, eh bien, on peut mettre des enceintes entre 8 et 16 ohms comme impédance. Donc, ici, si vous voulez, j'ai des enceintes de 8 ohms. J'ai 2 paires d'enceintes de 8 ohms. Je voulais les mettre en parallèle. Mais ça, je ne peux pas. Parce que si je mets mes enceintes de 8 ohms en parallèle, ça fait 8 divisé par 2, ça me fait du 4 ohms. Et si eh bien, je mets une charge de 4 ohms au niveau de l'ampli, eh bien l'ampli risque de claquer, tout simplement parce que le courant qui va passer dans les transistors va être 2 fois plus important. Et ça risque tout simplement de griller les transistors. Donc afin de préserver l'ampli, en fait j'ai fait un montage série. Donc j'ai placé mes enceintes en série, et si je les place en série, en fait les enceintes, eh bien l'impédance s'additionne. Donc au lieu de faire 8 divisé par 2 comme en parallèle, eh bien l'impédance s'additionne, c'est-à-dire 2 enceintes de 8 ohms, et bien en série, ben, ça va faire 8 plus 8, vous allez avoir une impédance de 16 ohms. Et là pour l'ampli, c'est bingo, c'est tout bon. Alors bien entendu, je perds en puissance, c'est évident, mais au moins je sais que l'ampli ne souffre pas avec les transistors, que le courant qui passe dans le transistor est tout à fait, je vais dire, acceptable pour lui, puisque bon, il peut fonctionner avec une impédance et avoir une charge haut-parleur entre 8 et 16 ohms. Donc ça, c'est très très important, l'impédance. N'allez jamais mettre sur un ampli de 4 ohms des enceintes de 2 ohms, parce que là, vous allez faire péter vos amplis. N'allez jamais mettre des enceintes de 4 ohms sur un ampli qui ne peut supporter que 8 ohms ou 16 ohms, sinon ben là, c'est clair que vous risquez aussi de claquer les transistors de puissance. Donc voilà, ça c'est hyper important. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Attendez, je réfléchis un petit peu. C'est pareil pour du 8 ohms. Donc ça je l'ai dit, hein, ne mettez pas effectivement des enceintes de 4 ohms sur du 8 ohms, sinon ben, ça va pas le faire non plus. Donc il est important de respecter l'impédance. Et l'idéal d'ailleurs, bah, si un ampli est conseillé pour fonctionner par exemple à 4 ohms, bah, il faut mettre des enceintes de 4 ohms. Si c'est un ampli de 8 ohms, mettez des enceintes de 8 ohms. Si c'est un ampli qui peut aller jusque 16 ohms, bah, vous pouvez à ce moment-là mettre des enceintes entre 8 et 16 ohms, sans aucun problème. Vous pouvez même les faire fonctionner en 16 ohms comme chez moi, et ça fonctionne très très bien. Mais ce qui est très très important en tout cas, c'est de ne jamais descendre l'impédance. Donc si l'ampli marque 4 ohms, ne mettez pas 2 ohms ou moins. Parce que là, effectivement, c'est la mort de vos transistors, assurément, puisque vous allez augmenter le courant, voire même si vous descendez trop au niveau de l'impédance, faire un court-circuit, et là aussi, c'est pas très très bon pour le bloc de puissance. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre, en tout cas, à cette question qui m'a été posée. D'autres questions également m'ont été posées, questions dont je vais regarder déjà la semaine prochaine pour essayer d'y répondre. Et donc, ben voilà, en attendant, ben je vous souhaite une belle fin de semaine, une très très bonne soirée, une bonne nuit peut-être si vous vous préparez tout doucement à aller dormir. Je vous embrasse, n'oubliez pas eh bien, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis encore merci pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse, bon week-end.